Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a réussi pendant des années à tromper tout le monde. Imaginez rencontrer un homme élégant, cultivé, discret, qui vous dit appartenir à l'une des familles les plus riches du monde. Un homme qui vit dans des quartiers luxueux, qui fréquente l'élite américaine, qui parle d'art, d'investissements internationaux et de vie aristocratique. Tout semble crédible, sauf qu'en réalité, cet homme n'est pas du tout milliardaire. Son vrai nom, Christian Karl Gerhard Schroeder. Mais pendant longtemps, les gens l'ont connu sous un autre nom, Clark Rockefeller. Un homme qui pendant 30 ans a réussi à tromper l'élite américaine en se faisant passer pour l'un des héritiers d'une des plus riches familles américaines. Ce n'est pas le seul à avoir fait ça. Au début des années 1990, un Français, Christophe Roccancourt, a fait pareil. Cette histoire est beaucoup plus connue que celle de notre homme aujourd'hui, et son parcours est rocambolesque. Voici l'histoire du faux héritier Rockefeller. Christian Karl Gerhard Schroeder est né en 1961, dans un petit village bavarois appelé Bergen, en Allemagne. Sa famille est modeste, son père est peintre en bâtiment, sa mère s'occupe du foyer et il a un petit frère Alexandre. Rien ne laisse penser que ce jeune garçon deviendra un jour l'un des imposteurs les plus célèbres de l'histoire. Mais très jeune, Christian développe 2 traits de caractère particuliers. Il a une grande imagination et il est fasciné par l'Amérique. Les films américains, les grandes fortunes et les dynasties industrielles le fascinent. Mais surtout, il rêve d'une autre vie. Dans l'année 1978, Christian a 17 ans et il rencontre un couple d'Américains, Elmer et Jean Keln, qui faisaient un voyage en Allemagne de l'Ouest. Quelque temps après, il utilisera leur nom pour obtenir une autorisation d'entrée aux États-Unis en déclarant qu'il avait été invité par ce même couple. Une fois la frontière de New York franchie, il se rend dans la ville de Berlin, dans le Connecticut, où il rencontre la famille de l'écrivain Édouard Savio. Affirmant être issu d'une famille riche d'Allemagne de l'Ouest, les Savio accueillirent Christian. Il commença par un échange avec le lycée de la ville, mais très vite, abusant de la famille, il fut contraint de partir. Mais au lieu de rentrer en Allemagne, il décide de rester aux États-Unis illégalement. D'abord étudiant à l'université du Wisconsin-Milwaukee, il est décidé à devenir un vrai Américain. Il a déjà changé de nom pour s'appeler Christopher Kenneth Gerhard et épouse à 22 ans Amy Gersild et obtient sa green card. Le lendemain du mariage, Christopher part en direction de la Californie pour y tenter sa carrière d'acteur. Et là encore, il changera d'identité pour Christopher Chichester. À San Marino, il vit dans une mésodote appartenant à une femme s'appelant Ruth Sohu, plus communément appelée Didi. En 1985, il est identifié comme suspect par la police dans la disparition et le décès du fils et de la belle-fille de Didi, Jonathan et Linda Sohu. Gerhard Schroeder aurait déclaré à plusieurs personnes que le couple avait voyagé en Europe. À ce moment-là, la police ne disposait d'aucune preuve du décès de Jonathan et de Linda, ni de leur départ de Californie, volontaire ou non. L'enquête avance lentement. Après la Californie, il s'installe à Greenwich, dans le Connecticut, où il se fera appeler Christopher C. Crowe, et se faisant passer pour un producteur californien de la série Alfred Hitchcock Presents. Il travailla dans différentes entreprises, mais se faisait licencier systématiquement. En 1994, des ossements humains sont retrouvés dans le jardin familial des Sohu, mais comme Jonathan avait été adopté, l'analyse ADN ne donne rien, et Christopher ne peut être mis en examen à ce stade. Apprenant la nouvelle, il décide de changer de nom. Et là, nous arrivons au cœur du sujet. Il se fait passer pour James Frederick Mills Clark Rockefeller. En 1995, il rencontre Sandra Boss, une cadre supérieure travaillant chez McKinsey. Au début, leur histoire marche bien. Ils sont amoureux et après 6 ans de relation, ils donnent naissance à une petite fille en 2001. Vivant à Cornish, dans le New Hampshire, il exploitait ses prétendus liens familiaux avec la famille Rockefeller pour se forger une réputation. Il racontait être diplômé de Yale et propriétaire d'une entreprise au Canada. Avec cette fausse identité, il était devenu membre du club Algonquin, un club privé réservé à l'élite de Boston. Il va souvent à New York et baigne dans les milieux huppés. Plus tard, Sandra confiera qu'au fil de la relation, Christopher s'est montré violent psychologiquement. Il contrôlait entièrement les finances de la famille et il a tout fait pendant des années pour dissimuler sa véritable identité. He became much more directive about my movements. What do you mean by that, directive in your movements? Specifically, what does that mean? Well, he wanted to walk me to and from work every day. He began to be less supportive of my seeing my friends.
En 2006, doutant de la véracité des propos de son mari, Sandra Boss engagea un détective privé et découvrit que son mari n'était pas celui qu'il prétendait être. Mais pour autant, elle ne connaissait pas sa véritable identité. Le 27 juillet 2008, alors que le couple est séparé, Gerhard Streisser fait une visite supervisée avec sa fille, accompagnée d'une assistante sociale dans le quartier de Black Bay à Boston. Un gros SUV s'approche et Christian pousse alors la femme, saisit sa jeune fille et saute dans le véhicule avant de partir à toute allure. Un mandat d'arrêt est alors émis contre lui le soir même pour enlèvement d'enfants placés sous surveillance, mais aussi pour voie de fait et agression avec arme mortelle, en l'occurrence le SUV. Une semaine après, le 2 août 2008, il est retrouvé à Baltimore, dans le Maryland, où il avait acheté récemment un appartement et un catamaran sous le nom de Charles Chip Smith. Afin de le faire sortir, le propriétaire du port de plaisance aide la police. Il indique à Christian que son bateau est en train de prendre l'eau. Cela le fait sortir immédiatement de l'appartement. Le FBI l'arrête tout de suite pour enlèvement et agression. L'enfant est retrouvé à l'intérieur de l'appartement, sain et sauve. Le 15 août, le FBI, la police d'État du Massachusetts, la police de Boston et le procureur de Suffolk annoncent que grâce à des empreintes ADN, ils ont pu remonter le fil de sa présence aux États-Unis et ainsi révéler la véritable identité du faussaire. De plus, la famille Rockefeller affirmera qu'il n'était pas un membre de leur famille. Tell me who you are. Well, I'm sick of this bull. I've been dealing with this all week. Tell me who you are. Clark Rockefeller. No, you told me you are not Clark Rockefeller. Clark Rockefeller doesn't exist. I'm talking to somebody here, but it's not Clark Rockefeller. Tell me who you are. No, that's the best I can do. No, that's not the best you can do. Le 3 septembre, il est inculpé pour avoir fourni une fausse identité aux forces de l'ordre. Ses avocats plaident par la suite qu'il n'avait pas agi par malhonnêteté, mais le juge le maintient en détention provisoire. Le 13 février 2009, les avocats de Christian Gerhard Streiter annoncent plaider la folie. Ils déclarent aux jurés que leur client était convaincu que sa fille communiquait par télépathie. Des experts en défense ont témoigné avoir diagnostiqué chez Christian un trouble délirant de type mégalomaniaque et un trouble de la personnalité narcissique. Finalement, le 12 juin 2009, le jury le reconnaît coupable d'enlèvement sur sa fille ainsi que de voie de fait avec une arme dangereuse pour avoir ordonné au chauffeur du SUV de démarrer alors que l'assistante sociale s'accrochait au véhicule. Le juge l'a condamné à une peine de 4 à 5 ans de prison pour l'enlèvement et de 2 à 3 ans pour les autres faits. Mais ça ne s'arrête pas là. 2 ans plus tard, le 15 mars 2011, le procureur du comté de Los Angeles l'inculpe pour le meurtre de Jonathan Sohu. Les preuves amenées sont flagrantes. 2 sacs à dos en plastique enterrés avec la dépouille de Jonathan. L'un provenait de l'université du Wisconsin-Milwaukee, l'autre de Californie du Sud, 2 universités qu'il avait fréquentées. D'autres éléments de preuve indiquaient qu'il possédait le pick-up de Jonathan après le meurtre. Le 15 août 2013, il est condamné à la peine maximale de 27 ans à perpétuité, réduite d'1 an pour détention provisoire effectuée dans le Massachusetts. Son histoire reste l'un des exemples les plus fascinants de manipulation et d'imposture de l'histoire criminelle américaine. Selon vous, Christian était-il simplement un escroc ou un manipulateur exceptionnel capable de vivre dans un mensonge permanent? Dites-le moi en commentaire, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle affaire.